Je donne la parole pour le groupe Agir ensemble à Valérie Petit. Oui, bonjour, merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Moi, ma question elle portera sur l'artificialisation. D'une manière générale, une de mes clés de lecture pour ce projet de loi, c'est d'être attentive à des conflits qui peuvent parfois exister entre nos objectifs climat et nos objectifs biodiversité. Et il me semble que la question de l'artificialisation soulève parfois un certain nombre de conflits. Pour moi, l'artificialisation, son objectif à la base, c'est de préserver, voire de restaurer des ressources naturelles qui peuvent bien sûr rendre un certain nombre de services, notamment pour lutter contre le réchauffement. Mais lutter contre l'artificialisation, viser l'artificialisation zéro, c'est un moyen. En aucun cas, c'est une fin. Or, il me semble que parfois, l'artificialisation, elle est prise comme une fin et non pas comme un moyen. Ma question, elle est donc simple, c'est que j'aimerais bien que vous me rassuriez un petit peu, par exemple sur des articles comme l'article 51, où on parle de densité maximale pour les grandes opérations d'urbanisme. Est-ce qu'on est bien conscient que, et ça vaut aussi pour la reconversion ou la mobilisation des friches pour le logement, est-ce que cette densification ne va pas oublier la restauration de la biodiversité, la renaturation et la végétalisation pour qu'on ne bétonne pas encore plus et en oubliant l'objectif qui est bien de faire revenir la biodiversité et la nature en ville et pas simplement de réduire l'emprise au sol. Et mon autre question, toujours pour réussir l'artificialisation, c'est que je trouve peut-être un peu dommage, mais peut-être n'est-ce pas le lieu, mais pourtant il est extrêmement important pour les acteurs, que l'on n'ait pas plus développé des mécanismes de compensation pour atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette. C'est une grosse demande des collectivités et des entreprises. Et d'ailleurs, le groupe Agir Ensemble fera des propositions justement d'amélioration de ces mécanismes pour pouvoir atteindre le bel objectif de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci. En fait, l'artificialisation, c'est l'une des principales causes de perte de biodiversité. Vous savez que le rapport de l'IPBES, qui est la grande entité scientifique qui fait consensus sur ce sujet, a 4 grandes causes de perte de biodiversité, dont l'artificialisation. Et par ailleurs, comme le sol naturel séquestre du carbone, c'est aussi une cause d'accélération du réchauffement climatique. Donc, pour moi, c'est à la fois un objectif et un moyen, parce que c'est un moyen, comme la décarbonation des bâtiments ou la rénovation, au service de 2 objectifs finaux qui sont préserver la nature et la biodiversité d'un côté et lutter contre le réchauffement climatique de l'autre. Après, tout ce chapitre de la loi est tourné sur une trajectoire progressive de zéro artificialisation nette. Alors, le net est important, parce que ça veut dire qu'on est conscient du fait qu'on aura toujours des projets de développement et qu'on aura toujours besoin, à certains endroits, d'aller artificialiser. Mais l'idée, c'est de le faire moins vite, donc de diviser le rythme d'artificialisation par 2 dans les 10 prochaines années, et surtout de compenser, et donc de le faire en net, de regarder le net. Donc, je partage votre point de vue sur la compensation, qui est un dispositif qui marche plutôt bien côté biodiversité, avec la loi Éviter, Réduire, Compenser, et les projets de compensation et de renaturation en matière de biodiversité, et qu'on peut utiliser aussi sur la lutte contre l'artificialisation. D'ailleurs, nous sommes ouverts à des amendements sur le début des articles de la partie lutte contre l'artificialisation, ça doit être les articles 47 et 48 et 49, sur le fait d'expliciter, notamment à l'échelle des SCOT et des PLU, qu'on peut atteindre cet objectif de réduction de l'artificialisation nette au moyen de compensation. La compensation est d'ailleurs citée explicitement dans l'article sur les centres commerciaux, dont je n'ai plus le numéro en tête, mais qui doit être le 52 ou le 53. Mais en tout cas, elle est explicitement citée là. Donc la compensation est effectivement un moyen d'atteindre une réduction très forte de l'artificialisation en ayant du plus et du moins, et donc de la compensation. Après, il faut définir ce que c'est exactement que la compensation en artificialisation. Et puis la deuxième question délicate, c'est de définir l'échelle de la compensation. Parce qu'à l'échelle du SCOT, on voit bien, sur la question de l'implantation de nouveaux centres commerciaux, je pense que nous aurons cette question à travailler. À quelle échelle se fait cette compensation? Enfin, sur les grandes opérations d'urbanisme, l'idée, c'est simplement de dire que
sur ces opérations qui sont attachées à des partenariats, ce qu'on appelle des PPA, des programmes partenariaux d'aménagement, qui sont en général cofinancés par l'État et qui donnent lieu à un outil juridique particulier qui permet le permis d'innover, un certain nombre de dérogations. C'est important de se dire que dans ces opérations-là, on s'est posé la question de la préservation du sol, des espaces naturels, et que donc quand il y a densité minimum, pour qu'on n'ait pas des opérations qui sont d'un côté très soutenues, subventionnées avec des moyens juridiques extraordinaires, et de l'autre des opérations qui ne se soient pas posé la question de quelle est la juste densité et donc la préservation du sol. Donc ça ne va pas plus loin que ça. On pourrait l'appliquer aussi aux OIN. D'ailleurs, on est en train de regarder aux opérations pilotées par l'État quand ce sont des OIN dans lesquelles il y a de la construction du logement et de l'aménagement. L'idée, c'est simplement de dire on n'investit pas à la fois de la ressource, du temps, de l'énergie et de la dérogation juridique sur des opérations où la préservation du sol n'a pas été posée comme objectif en soi.